La grandeur d'un homme réside sans doute dans sa capacité à rendre les autres meilleurs, à leur donner de l'espoir, du courage, de la force. Après avoir vu la semaine passée un héros oublié, en l'occurrence Paul Pandafarnana, nous allons cette semaine parler d'un héros malgré lui. Il ne l'a jamais voulu, on ne lui a d'ailleurs jamais accordé ce titre. Et pourtant, chaque fois que nous parlons de Simon Kimbangu, c'est avec fierté et honneur. Je suis Trésor Mutombo, jeune Congolais, entrepreneur en communication. La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. Son visage nous est très familier, surtout ici à Kinshasa, où on peut voir sa photo un peu partout sur les affiches, les posters, les taxis, tous les supports de communication et marketing possibles déployés par ses adeptes. Mais dans ce numéro, nous n'allons pas parler de Simon Kimbangu le prophète, nous allons plutôt parler du citoyen. Nous allons voir quel était son combat en tant que citoyen congolais et comment est-ce qu'il peut inspirer nous aujourd'hui et des générations à venir. Simon Kimbangu est né presque au même moment que ce pays, le Congo, en 1889. C'était un Kamba. Après 4 années d'études réglementaires, c'était la règle à l'époque, Kimbangu est retenu par les missionnaires baptistes de la mission de Ngombe Lutete comme catéchiste, où il va commencer à donner des cours sur la chrétienté. Il va essayer de convertir ses frères à la religion chrétienne de manière consciencieuse. Mais déjà à l'époque, il entend des voix qui le poussent à agir au-delà, à aller au-delà, mais qu'il essaye de mettre de côté. En 1919, il vient s'installer à Kinshasa pour chercher du travail. Comme tout le monde, il en a cherché un peu partout, notamment dans la société des huileries, Unilever, dont on a parlé déjà dans une des vidéos. Mais très vite, il va couper court à son séjour quinois pour repartir dans sa mission de Ngombe Lutete. Mais une fois sur place, il se rend compte que la mission l'avait déjà remplacé par un autre catéchiste. Ce qui était comme un revers va en fait se transformer en opportunité, parce que ça va le rendre un peu plus libre. Il va se mettre dans une sorte de freelance pour prêcher, prier et même, selon ses croyants, produire des miracles. Au début, cette situation ne dérangeait pas beaucoup les autorités de la mission. Il faut rappeler que Simon Kimbangu était protestant, donc il prêchait la religion chrétienne et les autorités étaient plus ou moins contentes de voir que des gens laissaient tomber les fétiches ancestraux pour se convertir à la chrétienté. Mais très vite, le pouvoir va se rendre compte que Kimbangu était un danger. On va le blacklister, on va le traquer et l'enfermer. L'objet de la discorde, en fait, c'était le succès de ses prédications et surtout de ses miracles. Les gens venaient de très loin pour profiter des miracles qu'il arrivait à produire. Et pendant leur séjour à Kamba, ils étaient obligés de laisser tomber leur travail. Et donc, cela avait un impact sur l'économie du Cataracte, la région où il exerçait. Et très vite, les autorités vont se rendre compte que c'était une menace pour l'économie et ils vont commencer à se méfier de lui. Mais au-delà du simple trouble à l'ordre public, le message de Simon Kimbangu va réveiller au sein de ses frères un sentiment, un espoir, une force, une sorte de confiance en soi. Et je vais vous expliquer comment. Pour comprendre le message de Simon Kimbangu et l'impact social et citoyen qu'il avait, il faut remonter 2 siècles plus tôt, ou peut-être un peu plus, à la rencontre entre les Congos et les Portugais. On le sait tous, le royaume Congo a été le premier à entrer en contact avec l'Occident pour notre pays. Au moment de cette rencontre, il y avait déjà une sorte de mission civilisatrice qui avait été lancée par l'Église catholique. On avait envoyé des prêtres, on avait envoyé des missionnaires pour prêcher, pour convertir les locaux. Il y avait notamment ce roi dont on a parlé, Ndinga Kuvu, qui s'était fait baptiser. Lui, c'était parce qu'il s'imaginait qu'il allait avoir des pouvoirs supérieurs. Il y a son fils Ndinga Vemba. Il y a même eu un garçon de la lignée royale qui s'était fait baptiser Don Henrique, qui a été le premier prêtre congolais. Donc ce peuple connaissait déjà Jésus, il connaissait Marie, il connaissait les apôtres bien avant l'arrivée de l'homme belge. Mais malheureusement, cette première évangélisation avait été stoppée par les événements, notamment la traite des Noirs. Et le peuple des autochtones va finalement assimiler le message à des coutumes locales. Ils vont s'approprier les symboles et les rites religieux, la croix, la Trinité, Jérusalem, Bethléem, ainsi de suite. Cette tropicalisation des dieux blancs était l'œuvre d'un grand personnage de notre histoire. Cette fois-ci, c'est une dame qui s'appelle Kimpavita Donna Beatrice,
qui va convaincre ses contemporains que Jésus, Marie, Joseph, tous les saints qu'on nous présente, en fait, en réalité, c'était des Congolais, c'était des Noirs. Que normalement, Bethléem, la ville où Jésus est né, c'était Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo, et que le Jourdain, c'était la rivière Nsundi. Et en définitive, son message, c'était que les Noirs étaient en mesure de dominer les Blancs. Ce qui avait à l'époque déjà agacé les autorités de l'Église. Elle a été tuée sauvagement et aujourd'hui dans notre histoire on l'appelle la Jeanne d'Arc congolaise. Cette tropicalisation dont on parle, on la vit jusqu'à aujourd'hui. Dans les noms des originaires de cette région, il y a des noms comme Dongala, Dondiki, Dontoni qui sont en fait en réalité des noms d'origine occidentale qui ont été tropicalisés. Bref, ce message irrévérencieux est ancré dans les coutumes et les traditions Congo. Jusqu'à nos jours, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs prophètes, plusieurs religions africaines qui viennent de cette région. Mais ces religions gardent néanmoins des symboles et des rites chrétiens. Ce récap historique est important pour nous aider à comprendre qu'au-delà de l'aspect religieux du message de Kimbangu, il venait réveiller une force qui avait été enfouie pendant 2 siècles entre le moment où a été tuée la prophétesse Kimpavita et les années 1920 où Simon Kimbangu va finalement se mettre sur le devant de la scène. Cette flamme existait, mais elle était refoulée, elle était tue dans la résignation. Nous avons en chacun de nous un bagage culturel capable de nous transcender, nous pousser à lever la tête, prendre de la hauteur par rapport à la médiocrité ambiante, avoir une attitude noble. Nous possédons tous ce gène ou ce background de l'excellence, du changement positif de notre environnement. Au lieu de se complaire du quotidien, fermer les yeux sur les antivaleurs, la tête baissée, se dire que les choses ne doivent se passer que comme ça, on est au Congo, comme si être congolais, ça voulait dire être médiocre. Nous devons aujourd'hui trouver dans notre propre intérieur, dans notre propre culture, cette force, cette conviction qui va nous permettre d'aller de l'avant. Sans le vouloir, Simon Kimbangu réveillait cette flamme, qui était la flamme du patriotisme qui sommeillait en eux. Le sentiment de noblesse qu'ils avaient mis de côté pour se soumettre au dictat colonial. Il n'est certes pas reconnu comme étant héros dans notre pays, mais il a réveillé l'héroïsme de ses propres congénères. Et plus on le pourchassait, plus son message se durcissait. Et ça, malgré son arrestation, malgré sa condamnation par un tribunal de guerre, alors qu'il n'était pas militaire, son message a continué à faire des émules parce que la boîte de Pandore était déjà ouverte. D'autres mouvements semblables ont commencé à voir le jour un peu partout dans le pays. On a déjà parlé du Kingunza, il y a le Kimpanda. Simon Kimbangu est mort en 1951, après 30 ans de prison, bien plus que Mandela. En 2014, à la demande de sa famille, son procès a été réouvert. Il a été totalement blanchi et acquitté de tous les chefs d'accusation, 93 ans après sa condamnation. Son message citoyen qui pourrait se résumer à « Réveille le héros qui sommeille en toi » devrait aujourd'hui continuer à marquer les esprits des Congolais. Merci, vous avez là suivi notre 4e vidéo pour la 4e semaine. Spécialement pour cette vidéo, nous n'avons pas tiré les informations d'un seul livre, nous en avons pris plusieurs parce que c'est un sujet qui peut être religieux et donc générer beaucoup de passion. Mais nous avons voulu, au-delà du prophète, ou au lieu du prophète, regarder le citoyen qu'il était et comment est-ce qu'il a influencé ses contemporains et comment il peut encore nous influencer aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour ce livre de Ludo de Witt, l'assassinat de Lumumba, qui est présenté dans ce livre comme étant le plus grand assassinat du XXe siècle. Et on verra donc pourquoi Lumumba devait mourir. Partagez, likez cette vidéo si vous avez aimé. Sinon, commentez. Continuez à nous suivre régulièrement. Abonnez-vous à la page. Faites abonner vos proches. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Congo,